Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver ce soir pour une chronique hebdomadaire avec notre ami Monsieur Cohen. Monsieur Cohen, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci encore, Monsieur Cohen, de Ben, votre disponibilité pour cette chronique hebdo. c'est On un s'y plaisir. habitue. C'est un plaisir pour nous aussi. Donc ce soir, on a décidé un petit peu d'aller sur un thème un petit peu inhabituel, mais on va parler un petit peu donc de l'obéissance des peuples, la soumission des peuples, et on va essayer de développer un petit peu tout ça. Et il y aura aussi un petit échange avec les auditeurs qui veulent échanger avec vous, qui veulent donner leur avis, poser des questions. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont sur Twitter, n'hésitez pas à faire votre demande. Et pour les autres, je mettrai le lien StreamYard pour celles et ceux qui veulent venir discuter. Voilà. Donc, Monsieur Cohen, je vous laisse aborder le sujet. D'accord. Donc, voilà, c'est toujours. D'abord, je voulais dire que ce sont des réflexions personnelles. Je ne suis pas un spécialiste de l'organisation politique, je ne suis pas un universitaire dans ce sens-là, je n'ai pas écrit d'essai. Donc, c'est juste le fruit de réflexions personnelles, d'analyse, d'observation. Et j'ai une certaine expérience, j'ai un certain âge. Et donc, voilà, j'avais envie de partager parce que je pense quand même ça doit finir par intriguer les gens, quel que soit leur âge et leur expérience. En fait, euh, on pense, c'est-à-dire le problème, c'est que on se fait avoir à chaque fois. Par exemple, mettons, il y a des élections, bien. Et régulièrement, il y a une campagne électorale, on écoute des promesses, on choisit un président ou des députés, et puis après, 6 mois après, un an, on se dit, oh là là, on s'est fait avoir. C'est assez fréquent d'ailleurs. Et la fois d'après, eh ben, on recommence. Et donc, moi, je voudrais comprendre, enfin, j'ai essayé de comprendre pourquoi ce phénomène existe-t-il. Donc, je me permets de faire cette observation, qui est un constat, à mon avis, qui est implacable, c'est-à-dire n'importe qui peut le faire, peut-être pas dans les mêmes termes que je vais énoncer, mais vous allez voir. C'est que la nature construit l'homme, la nature est profondément injuste. C'est-à-dire, la nature divise les humains, il y a des gens qui sont intelligents, d'autres bêtes, il y a des gens qui sont forts, d'autres faibles, il y a des gens qui sont intelligents, enfin beaux et d'autres laids, et ainsi de suite. Voilà, il y a des gens qui sont grands, des gens qui sont petits. Donc, la nature distribue comme ça les enjeux, les rôles. Et en fait, dans cette distinction, la nature distribue les rôles aussi. Il y a une minorité de dominants et une majorité de dominés. Ça veut dire que, quelle que soit la société humaine dans lesquelles l'humain naît, il va y avoir une majorité de gens qui seront dominés, qui accepteront le fait d'être dominés, qui sont nés pour obéir, pour être dominés. Voilà. Et une minorité qui va naître avec cette envie de dominer. Et si on regarde, moi je fais un constat, hein. Moi, s'il y a quelqu'un je serais heureux, s'il y a quelqu'un qui peut m'opposer euh, une contradiction ou une observation qui serait différente, même pendant que je parle, il n'y a pas de souci. Si on fait, comment dire, une analyse, si on prend l'histoire humaine des trois millénaires, des 3 derniers millénaires, pourquoi je prends 3 millénaires? Parce que nous avons eu affaire à des sociétés humaines organisées. Je ne parle pas des tribus qui sont peut-être en Amazonie ou Indiens, etc.
Je parle du pourtour méditerranéen, là où la civilisation qu'on connaît a commencé. Les Romains, les Pharaons, les Perses, les Grecs, et puis après les Goths, les Wisigoths, les Normands, enfin bon, les Saxons, les monarchies françaises, espagnoles. Qu'est-ce qu'on constate? On constate ceci. Il y a un chef, quel que soit son titre, ça n'a pas d'importance. Il y a un chef qui est entouré d'une élite et qui domine. Et on n'a jamais connu une société qui n'a pas obéi à ce schéma. Voilà. Donc, c'est-à-dire que moi, je parle encore une fois d'une société humaine organisée, c'est-à-dire où il y a des militaires, des commerçants, des politiques, etc. Je ne parle pas de petites tribus d'un millier d'habitants quelque part. Bon. Donc, toutes les sociétés qui nous ont laissé des témoignages. On a des témoignages sur la façon dont ont vécu les pharaons, les Perses, etc. Ça a toujours été de la façon suivante. Un chef, une élite qui l'entoure et le peuple qui obéit, voilà, qui est soumis. Maintenant, il y a eu des révolutions pendant ces 3 millénaires. Mais ces révolutions ont abouti à quoi? À un changement de chef ou d'élite. C'est-à-dire, on a reproduit le même schéma. Ça veut dire que d'autres dominants ont pris la place des anciens dominants. Et le peuple est toujours soumis et accepte. C'est ça l'astuce. C'est-à-dire, bien sûr, il y a eu des révoltes. À un moment donné, quand le peuple n'en peut plus, il y a ce qu'on appelait par exemple, comme Spartacus, par exemple, comme les jacqueries, il y a eu des révoltes. Mais ces révoltes sont matées, ou bien on prend quelques-uns de ces révoltés, deviennent des chefs et intègrent l'élite. Peut-être qu'ils avaient la graine du dominant. Et donc, finalement, donc ce schéma, on l'a vu, et si quelqu'un conteste ce schéma, qu'il me le dise, moi j'aimerais bien, parce que si on analyse toutes les sociétés, je dis bien toutes les sociétés, qu'on a connues depuis 3000 ans jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours marché comme ça. Maintenant, il y a eu un changement important. Regardez, bon, ce que je dis là, je n'ai rien inventé d'extraordinaire. Il y a 5 siècles, il y a un gamin de 18 ans qui s'appelait La Boétie et qui a écrit La servitude volontaire à 18 ans, il y a 5 siècles. Donc, je n'ai rien inventé, je ne fais que constater, encore une fois, je ne fais pas un traité de sciences politiques, je juste échanger avec vous des observations sur le fonctionnement de la société. Et ça va très loin. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les sociétés occidentales, il y a eu un développement de la philosophie, des sciences, le développement de l'imprimerie, donc on a publié, on a écrit des livres, etc. Et donc le pouvoir, c'est l'élite dirigeante a été confrontée au dilemme suivant. Les gens commencent à contester le pouvoir absolu. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces élites? Elles n'allaient pas lâcher leur pouvoir. Un dominant, il a envie de dominer. Donc, elles ont accepté de donner l'illusion au peuple de choisir leurs dirigeants. Ça veut dire, on leur dit, voilà, vous allez élire le président pour 4 ans ou 5 ans, et le Parlement pour 4 ans ou 5 ans. Et les peuples étaient contents parce qu'ils avaient l'impression, c'est juste une impression, qu'ils maîtrisaient le destin de leur pays. Mais en fait, c'est les élites. Vous savez, les élites n'étaient plus les dominants, si on veut. Moi, j'aime bien appeler les dominants. Vous savez, tout à l'heure, enfin, juste une petite parenthèse parce que je n'ai pas vraiment préparé, ce sont des réflexions comme ça qui me viennent à l'esprit.
regardez une cour de récréation avec des gamins de 12 ans, par exemple. Eh bien, vous allez voir qu'il y aura il y aura les caractéristiques des dominants et des dominés. C'est juste pour dire que ça, c'est dans la nature humaine. Bon. Donc, vous savez que Tocqueville, qui était un grand penseur politique, Tocqueville avait décidé au début du 19e siècle d'établir le suffrage universel. Et on lui a dit, enfin, ses amis lui ont dit, mais tu es fou, enfin, les gens vont voter contre nous, enfin, ils vont nous balayer. Il leur a dit, non, non, ne vous en faites pas, les gens voteront comme on leur dira de faire. Évidemment, on a créé l'illusion du choix. C'est-à-dire, de toutes les façons, d'abord, déjà, les partis politiques qui contestaient, comment dire, la nature même du régime étaient interdits. Donc, on a fait en sorte que les dominants se partagent 2 ou 3 partis politiques pour se faire représenter par le peuple et pour lui donner l'illusion du choix. Alors, évidemment, il y a des débats parfois très houleux. Il ne faut pas croire qu'il faut créer l'illusion du débat, de la contradiction, de l'opposition, genre Mitterrand contre Giscard d'Estaing, par exemple. C'est l'exemple typique de l'illusion démocratique, de l'illusion de la représentation politique. C'est-à-dire, on avait l'impression on allait rentrer, l'un disait le libéralisme et l'autre changeait la vie. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que ce ne fut qu'une illusion. Bon. Maintenant, vous me direz, mais enfin, pourquoi le peuple comment dire, pourquoi il marche? Pourquoi il ne comprend pas? Après tout, le peuple français est un peuple intelligent, est un peuple cultivé, il va à l'école, il y a des universitaires, il y a des gens qui écrivent des livres. Eh bien, c'est ça, la servitude volontaire, c'est quoi? C'est-à-dire que l'obéissance du peuple, elle est inscrite dans ses gènes. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai compris. Voilà. On peut ne pas être d'accord, on peut discuter, ça, c'est pas grave. Mais à mon avis, c'est ça le problème. Le problème, c'est que l'obéissance d'une grande partie du peuple, elle est inscrite dans ses gènes. Voilà. Et je vais vous donner quelques illustrations. Prenons par exemple, tout le monde connaît Jean Lassalle, d'accord? Bien. Tout le monde sait à peu près de qui il s'agit. Vous faites un sondage parmi les Français. Vous leur dites quel est entre Macron et Jean Lassalle, qui est celui qui défend le mieux les intérêts du peuple, du vrai peuple? Quel est celui qui défend les intérêts des agriculteurs, des artisans? Quel est celui qui est le plus lié aux finances internationales? Qui est celui qui va défendre les services publics? Qui est celui qui va défendre la santé? Etc. D'accord? Bon, vous conviendrez avec moi que plus de la moitié des Français vont dire Jean Lassalle. Je pense, à moins d'être atteint d'Alzheimer ou de conneries congénitales, je pense que au moins plus de la moitié dirait Jean Lassalle. Alors, pourquoi ils ne votent pas pour lui? Et bon, moi j'ai une théorie, donc encore une fois, ce sont des réflexions personnelles. Moi j'ai une théorie, bon, ou une certaine vision assez cynique, je dirais, hein, je l'assume, je le reconnais, j'ai une vision cynique de la société humaine. Bon, voilà. Je pense, vous savez, vous connaissez la relation SM, sadomaso. Il y a des déviances sexuelles qui tournent dans le SM, c'est-à-dire dans le sadomasochisme.
Il y a des gens qui aiment être fouettés, qui aiment être, voilà, etc. Et puis il y a des gens qui aiment, qui sont sadiques et qui aiment fouetter. Très bien. Bon, et donc, dans cette relation, pour moi, la relation entre le dominant politique et le dominé est une relation qui a quelque chose à voir avec le SM, avec le sadomaso. Le dominé, il a envie d'avoir un maître. Évidemment, il ne va pas le reconnaître, sauf s'il va chez un psychanalyste et il se laisse aller. Parce que Jean Lassalle n'est pas un maître, n'est pas un maître qui le fouette, n'est pas un maître qui le trompe, n'est pas un maître qui le baise. Voilà, littéralement. Non, il veut un Sarkozy, il veut un menteur comme Chirac, il veut un cynique machiavélique comme Mitterrand, il veut quelqu'un qui se fout de sa gueule comme Macron. Évidemment, le peuple, enfin, le petit couillon du peuple, il ne va pas le reconnaître. Non. Par contre, comment ça se fait qu'il s'est fait baiser pendant… Je suis désolé de prendre certains termes, mais je trouve qu'ils vont très bien dans le contexte. Comment ça se fait que des millions de gens se sont fait baiser pendant 5 ans par Macron et ont voté pour lui? Bon, c'est un mystère. Il faut expliquer ce mystère. Moi, je veux bien. Il faut expliquer ce mystère. Encore une fois, pourquoi le peuple, ce peuple soi-disant, qu'on dit frondeur, etc., mais dès qu'il s'agit d'obéissance, il se met à quatre pattes dans la position du dominé. Voilà. Il dit, fouettez-moi. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, par exemple. Il y a 570 députés dans l'Assemblée nationale. Très bien. Comment ça se fait que dans aucune circonscription, je dis bien dans aucune circonscription, et pas seulement à cette élection, dans toutes les élections, comment ça se fait que les électeurs ne se disent pas « Oh putain, on va se payer le gars là, le maire socialo ou le député PR, ou juste se payer la tête des représentants de la classe politique et désigner quelqu'un qui leur fait un droit d'honneur. Voilà, genre quelqu'un du NPA ou quelqu'un de… Je ne sais pas, c'est pas que j'ai une sympathie particulière pour le NPA, mais quelqu'un qui sort du système. Pourquoi les électeurs ne le font jamais? Pourquoi ils n'expriment pas, comment dire, cette rébellion qui ne leur coûte rien? C'est parce qu'ils sont dans l'obéissance. Voilà. Et je vais vous donner une illustration. Vous connaissez comment il s'appelle, Naïm, l'humoriste. Récemment, j'ai vu une vidéo de lui. C'était avant les élections. Et il disait, bon, il disait, écoutez, par vos applaudissements, indiquez-moi qui va voter, si vous allez voter. Et tout le monde a applaudi. Ouais, comme ça, bon, d'accord, ok, très bien. Indiquez-moi par vos applaudissements pour qui vous allez voter. Eh bien, tout le monde, un peu moins, mais une grande majorité. Indiquez-moi par vos applaudissements si ça va changer quelque chose. Personne n'a applaudi. Donc, regardez la connerie humaine, à quel point elle est énorme. La bêtise humaine. C'est pas la bêtise, en fait. Quand les gens s'interrogent sur cette faiblesse, sur cette bêtise, en fait, c'est parce que l'humain, 2/3 de la population a une mentalité d'esclave, de dominé. Voilà. C'est ça le truc. Et donc, si on est comme ça veut dire qu'il n'y a pas d'issue. C'est pas une question d'intelligence. Vous savez, moi, j'ai souvent été intrigué par le fait suivant. Comment ça se fait que des gens
entrent dans la résistance ou la dissidence, et d'autres, et la majorité, non. Est-ce qu'une forme d'intelligence? Non. Je vais vous donner un exemple. Dans les années 50, 40, 50, il y a eu deux très grands intellectuels en France impliqués dans la politique. Jean-Paul Sartre et Raymond Aron. Bon, pour les plus jeunes, peut-être, ne connaissent pas très bien. Jean-Paul Sartre a viré maoïste, trotskiste, maoïste, enfin tout ce que vous voulez, et Raymond Aron a viré pro-américain, bourgeois, libéral, machin, etc. Or, ces deux personnes sont issues du même milieu moyen bourgeois parisien. Ces deux personnes ont fait exactement les mêmes études, l'école normale supérieure, sont des personnes, ils ont été, comment dire, ils sont arrivés au premier rang dans les concours. Et donc, ils sont, en principe, comment ça se fait qu'un a tourné extrême gauche et l'autre, je dirais pas extrême droite, mais voilà. Donc, en fait, ce n'est pas une question d'intelligence. Il y a des gens qui sont très intelligents. Regardez, on a vu ça avec la crise sanitaire, etc., qui est passée. Il y a des gens qui ont été très intelligents. Prenez par exemple les avocats. Ils sont intelligents quand même. Ils ne sont pas cons. Eh bien, ils ont fermé leur gueule. Pendant les 95% des avocats ont fermé leur gueule. 90% des médecins ont obéi, etc. Et donc, ce n'est pas une question d'intelligence. Moi, je crois une chose, c'est que la nature a distribué les rôles. Parfois, je me dis moi-même, comment ça se fait que je suis arrivé à être un dissident? Rien ne m'y préparait. Absolument rien. D'ailleurs, je dis quelquefois, sous forme de boutade, vu l'éducation que j'ai reçue et le milieu d'où je suis venu, j'aurais pu finir tout à fait rabbin dans une colonie sioniste que dissident politique. Voilà. Mais comment ça se fait? Ben, ça, c'est le hasard qui distribue les rôles. C'est-à-dire, dans toute société humaine, il y aura 20% à peu près de gens qui vont être des résistants ou des dissidents. Vous avez par exemple en France 20% des gens qui voteront jamais, qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. C'est une forme de dissidence, c'est une forme d'intelligence, enfin pas d'intelligence, de résistance, de se dire j'en ai rien à foutre. Ou bien ils vont voter pour des partis comme le NPA, par exemple. Par contre, Monsieur Cohen, juste je vous coupe oui, petite oui. seconde. Il y a des intervenants là qui sont Oui. dans le sens. Donc juste patienter. Monsieur Cohen termine ses propos. Je vous fais monter. Et s'il y a des réactions aussi sur Twitter, n'hésitez pas à faire la demande. Il y a les co-hôtes qui vont gérer. Merci. Je continue. Allez-y, Monsieur Cohen. D'accord. Donc en fait, donc qu'est-ce que c'est-à-dire que la nature a distribué les rôles. Donc c'est pas, moi je suis pas plus intelligent que des tas de gens qui sont comment dire, qui sont dans le système. Voilà, je regrette. J'ai pas plus de courage que d'autres qui sont dans le système. C'est juste une distribution de rôles. Et donc, c'est une conclusion assez pessimiste sur la nature humaine, sur l'évolution de la société. Il n'y a rien à attendre de l'évolution humaine. Je suis désolé de le dire dans ces termes, il n'y a rien à attendre. Vous savez, moi je comprends les gens qui vivent cette période. Ils ont l'impression de vivre quelque chose d'extraordinaire. Enfin, c'est-à-dire, on va changer les choses, une nouvelle page va s'ouvrir, et patati et patata. Mais quand on fait l'histoire, intéressez-vous par exemple au 19e siècle. Vous savez, j'ai lu un livre qui s'appelle le titre, c'est un metteur en scène de théâtre qui s'appelait Maxime Lisbonne. Bon. Et c'est quelqu'un qui a embarqué, il ne savait pas pourquoi, dans la lutte de la Commune, qui a été exilé, qui est revenu, condamné à mort, puis exilé en Nouvelle-Calédonie. Il est revenu en France et il s'est battu, enfin, avec son théâtre, etc. Et je vous assure, quand je lisais,
j'avais l'impression de vivre l'époque actuelle. C'est-à-dire, toutes les époques ont eu le révolutionnaire, vous savez, les gens qui parlent, par exemple, de référendum, de une sixième république, ils sont probablement de bonne foi. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire, on reprend le même schéma qui a été déjà fait il y a 100 ans, il y a 150 ans. Et pour vous le montrer, il y a un grand écrivain, essayiste, un homme de théâtre, qui s'appelle Octave Mirbeau. Octave Mirbeau, je vous le conseille, vous allez sur YouTube par exemple, vous trouvez Journal d'une femme de chambre sur la bourgeoisie. Il a écrit en 1870-1880. Il a fait une pièce de théâtre très célèbre, Les affaires sont les affaires, où il a dénoncé la corruption du personnel politique, etc. Et il a des pages extraordinaires sur la connerie humaine, sur la connerie des électeurs. Voilà. Donc, il y a 150 ans, il avait tout dit. Là, je n'invente rien. Hein. Donc, c'est dire que, malheureusement, je ne voudrais pas décourager ceux qui veulent se battre. Le combat, de toutes les façons, il est dans la nature humaine. Si on doit se battre, alors on va se battre. Voilà. C'est-à-dire, moi, par exemple, je me dis parfois pourquoi je le fais. Après tout, je peux aller, j'ai une petite retraite, je peux aller au Maroc passer 6 mois au bord de la mer. Bon, eh bien, voilà, j'ai envie de me battre. Voilà, c'est comme ça, on a un destin. Bon. Mais malheureusement, aujourd'hui, je sais que c'est pour du beurre. C'est-à-dire, ce que je fais ne rime à rien. C'est-à-dire que la société humaine, la nature humaine, elle est faite de telle sorte qu'elle ne changera jamais. Ça veut dire il y aura toujours, il y aura toujours des dominants, il y aura toujours des gens qui voudront s'accaparer des biens par rapport aux autres, il y aura toujours des gens violents, et il y aura toujours une masse comment dire, de dominés qui, vous savez, vous leur expliquerez toujours tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire toutes les conférences que vous voulez. Vous pouvez, il n'y a rien à faire. Ils sont esclaves, ils sont nés esclaves, ils ont grandi comme esclaves et ils continueront à l'être. Mais ceci dit, si on a envie de se battre, il faut le faire avec quoi? Mais seulement, il faut être lucide. Il ne faut jamais, à mon avis, voilà, c'est un petit conseil que je vous donne, ne vous engagez pas dans des partis politiques. Vous ne ferez que servir comment dire, un homme, quel qu'il soit, je ne vais pas donner de nom, mais n'importe qui, même qui a de bonnes idées, etc., ce sont des êtres de pouvoir. Ce sont des dominants qui utilisent ceux qui croient, les naïfs qui croient, qui sont à leur service pour leur ambition, parce ils crèvent d'ambition, ils crèvent de dominer. Tous les politiques crèvent de dominer. Donc, ce n'est pas la peine de me dire, oui, mais celui-là, il pousse ceci et cela. Oui, mais on a vu les trahisons. Est-ce que vous connaissez un homme politique qui n'a pas trahi? Voilà. Donc, en fait, voilà, je voulais partager ces réflexions personnelles et je serai content s'il y a voilà, des remarques ou des observations ou des contestations, pourquoi pas. D'accord, merci Monsieur Cohen. Donc là, il y a Farid qui est avec nous. Bonsoir, salam alaikum Farid. Alaikum salam. Bonsoir à tous. Shalom. Hola. Buongiorno. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu veux réagir concernant le sujet, Farid? Écoute, moi je te prends la volée en fait. Moi je connais M. Cohen. Ça fait quelques années. J'ai suivi un peu entre guillemets son combat. Donc je suis au courant un petit peu de quoi il parle. Il cherche la justice au-delà de son identité, des religions, tout ça. Il cherche la paix, trouver des solutions. Le sujet est là. C'est bien ça? Oui, oui, oui. D'accord. Donc moi, personnellement, je me suis investi sur une réflexion de paix. Je faisais partie du comité pour la paix.
j'ai eu la chance de rencontrer des gens, beaucoup d'anciens justement qui avaient cette réflexion, qui avaient vécu la guerre, tout ça. Donc on a tous été touchés un jour ou l'autre par la guerre. Bon, ici en Europe, on va dire d'un peu plus loin. Bon, récemment un petit peu, même beaucoup pour certains, mais je veux dire, quand on connaît les bombardements, déplacements de population, la famine, toutes ces choses-là, c'est horrible. Donc, si vous voulez, moi, j'ai voulu apporter un peu ma pierre à l'édifice, réfléchir là-dessus. Donc, c'est pour ça que je suis rentré dans ce comité pour la paix. J'ai rencontré des gens, on a sensibilisé les personnes sur comment pouvaient arriver des conflits, etc. On a reçu, c'était Monsieur Galland, le président, on avait reçu pas mal de monde, dont Michel Collomb, Monsieur Gerland, je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Gerland qui faisait une pièce de théâtre, qui expliquait un petit peu il était contre la guerre d'Algérie, puis il s'est retrouvé dans l'armée, puis il s'est retrouvé coincé dans un système où il s'est retrouvé à lui aussi être acteur de cette guerre. Je ne sais pas si ça vous parle, Monsieur Gerland, non? Le vieux monsieur? Non, ça ne vous parle pas. Donc voilà. Ok. Je dis ça à la volée. Hein. Et ça marche. Farid, ça bug, on t'entend pas. On t'entend pas bien. Est-ce que ça va mieux là? Ouais. Je vais couper la caméra. Là, c'est mieux? Ouais, essaye de couper la caméra, peut-être que ça ira mieux. Vas-y. Essaye d'être court, s'il te plaît. Comme ça, on ouais, alors, la parole. Merci. Ok, pas de souci. Moi, la réflexion que j'ai eue, c'est au-delà des religions, au-delà de la terre, elle nous appartient pas vraiment, on est en location en fait. Nous sommes tous en location. Donc à un moment donné, se taper dessus pour des territoires, dire c'est à moi, tout ça c'est de la connerie. Peu importe la religion qu'on soit, à un moment donné, il faut se mettre d'accord, il faut vivre ensemble. Il faut dépasser, comment dire, le fait d'avoir une appartenance à une religion ou son identité ou sa nationalité, tout ça. Voilà. D'accord. Donc merci. ça peut paraître un peu candide. Ouais, excuse-moi, Farid, juste M. Cohen, il va te répondre. Oui, en fait, ces choses-là, enfin ces choses, ces éléments, ces réflexions, on les connaît depuis 3000 ans. Il y a eu des philosophes en Grèce, à Rome, en Perse, des philosophes chrétiens dans les monarchies, il y a eu des philosophes, il y a eu Voltaire, etc. Enfin, ce sont des éléments que l'on connaît. C'est pas, je veux dire, c'est pas nouveau. Vous savez, enfin, pour ceux qui s'intéressent, ils n'ont qu'à lire Sophocle, par exemple, d'Antigone, Antigone de Sophocle, pardon, j'ai fait une inversion. Il y a 2500 ans, et on retrouve la même problématique. Voilà, donc c'est pas, moi c'est pas, je veux dire, sur le plan des idées, on a presque tout dit déjà. Regardez les grands textes religieux, ils parlent de justice, etc., qu'il faut partager. Moi, je ne mets pas en cause tout ça. Mais il y a la nature humaine est plus forte que le reste. Voilà. C'est-à-dire que, et je vais faire une distinction. Quand je parle de l'obéissance des peuples, je parlais de politique intérieure. Je parlais de ces combats à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a les combats de justice au niveau international, par exemple, pour la liberté du peuple palestinien, par exemple, ou à un moment donné pour la liberté du peuple algérien. Ça, c'est d'accord, ce sont des luttes qui ont un sens. Moi, je parlais je parlais de cette, comment dire, du combat interne. Ça veut dire à l'intérieur d'un pays, des gens qui se battent pour changer le système. Voilà. Et surtout, d'expliquer pourquoi ça se perpétue malgré des siècles de combat. Voilà. C'est un fait. Ça se perpétue malgré des siècles de réflexion, de combat, d'études universitaires, de philosophes, de tout ce que vous voulez. Voilà. Ok, merci M. Cohen. On va donner la parole. Farid, tu restes avec nous. On va donner la parole sur Twitter. Il y a des mains levées. Donc, je crois que c'est Samsoul. Tu peux y aller si tu veux interagir. Oui, merci. Déjà, bonsoir, M. Cohen.
je rebondissais sur vos propos juste à la fin de votre prise de parole. Vous parliez des différents personnages politiques et en tout cas de ce paysage politique actuel. Moi, je suis assez d'accord là-dessus et j'incite aussi à cet éveil, à prendre conscience que les personnages politiques ne sont pas là pour nous, mais pour des intérêts plus individuels. Mais je voulais justement vous demander par quels moyens on peut avoir quelque chose, ou en tout cas comment on pourrait s'organiser, quelle serait la solution parce que quand même dans des élections, dans des choses comme ça, il est certes important de s'exprimer. Quelle serait l'alternative, en tout cas, à ces différents personnages politiques? Tout à l'heure, j'ai dit, malheureusement, j'ai le regret de le dire, enfin, l'expérience me le fait dire, hein, c'est pas. Vous savez, encore une fois, je n'invente rien. Je laisse l'actualité parler, je laisse l'histoire parler. Il n'y a pas d'alternative. Voilà. C'est-à-dire que la politique, il y a des dominants qui entrent dans la politique et grâce à leur caractère, à leur argent, à leur entre-gens, à leur qualité, à la force de conviction que leur a donné la nature, etc., ils arrivent à s'imposer. Et ils arrivent à s'imposer pourquoi? Parce que le peuple, en tout cas une grande partie du peuple, a envie d'obéir. Malgré, vous savez, quand vous parlez avec un Français moyen, il dit ouais, j'en ai marre, ils sont tous pareils, patati, c'est des connards. Bon, très bien, mais on lui a donné un bulletin. Comment ça se fait? Et je ne parle pas uniquement de la période actuelle de Macron. Et ça fait 200 ans qu'il y a des élections en France et vous voyez dans quel état on est. Donc, malheureusement, je dois dire que si on s'investit, moi personnellement, enfin, vu mon expérience, moi je dirais aux gens, ne vous investissez pas trop dans la politique. Voilà. C'est du temps perdu. Écoutez de la musique, lisez de la littérature, voyagez, soyez heureux, faites de la bonne bouffe. La politique, c'est du temps perdu. Vous allez servir une cause qui vous trompera, qui vous trahira. Voilà. Alors, Moi, d'accord. c'est la conclusion à laquelle je suis là. Ça ne veut pas dire que le moment venu, vous pouvez voter, bien sûr, pourquoi pas. Mais s'investir en temps, en argent, en énergie, dans quelque chose qui n'aboutira à rien, c'est dommage. Voilà. D'accord. Alors qu'il y a tellement de belles choses dont on peut profiter dans la vie. Voilà. Merci, M. Cohen. Sur Twitter, on a Solo. Vas-y, à toi, s'il te plaît. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour le space. Merci, M. Cohen. Effectivement, j'ai entendu ce que vous avez dit et il n'y a aucun doute que les grands changements, les grands bouleversements sont toujours le fait d'une minorité et que le reste ne fait que suivre. Donc, il y a des bergers qui vont gérer à bien ou à mal le troupeau. Je voulais juste revenir sur une petite chose. Il m'arrive moi aussi de perdre espoir en l'humanité, en l'homme de manière générale, mais je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui nous transcende pour pouvoir rester motivé. Il y a cette notion d'étranger qu'on retrouve en islam, où effectivement cette minorité qui tend à améliorer les choses et à d'une certaine façon ordonner le convenable et interdire le blâmable, se retrouve toujours dans une situation de brebis chétif qu'on pointe du doigt. Et cette notion d'étrangeté, en fait, elle doit nous rassurer et nous rappeler qu'au final, on n'est pas dans la mouvance et qu'on ne suit pas en fait la masse de manière générale. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'on ait un lien vertical. Et c'est ce lien vertical, je pense, pour ceux qui sont croyants, qui nous permettront de pouvoir résister jusqu'au bout. Parce que sans lien vertical, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire les choses et qu'on va penser que c'est un coup d'épée dans l'eau, effectivement. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que nous, on fait les choses dans la recherche de la satisfaction de ce qui nous transcende, donc de notre Seigneur, et qu'au final, on n'est pas avec le résultat. S'il y a un résultat, tant mieux, et s'il n'y en a pas, qu'on puisse au moins quitter cette terre et que les gens aient comme mémoire que nous avons fait quelque chose et que nous ne sommes pas restés les bras ballants. C'était ce que je voulais rapporter D'accord, c'est très intéressant. Ce que je veux dire, je ne voudrais pas décourager les bonnes volontés.
Voilà. C'est-à-dire, il faut s'intéresser à ce qui se passe autour de soi. Seulement, il faut, pour moi, juste rester lucide. Voilà. C'est-à-dire que ne pas croire que, ne pas trop, comment dire, s'impliquer au point de perdre son identité. Mais par contre, il faut s'accrocher à des valeurs, il faut lire, il faut répandre la bonne parole. De toutes les façons, vous savez, la nature humaine, l'espèce humaine, elle ne peut pas se détacher. Voilà. Vous savez, malgré soi, on s'implique parce qu'on vit dans un corps social. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais juste apporter un éclairage, mais juste pour que les gens réfléchissent à ce qui se passe autour. Et bien sûr, ne pas perdre de vue qu'on est dans un corps social qu'il faut sans cesse tenter d'améliorer. Voilà. Même si, au final, on n'atteint pas le but, mais il y a quelqu'un qui, je ne sais pas si c'est quelqu'un où comment dire, le but c'est pas la victoire, enfin c'est pas la fin, c'est le chemin qui y mène. C'est-à-dire que si on mène une vie de résistant, eh ben c'est cette résistance qui nous tient éveillés, même si à la fin on n'atteint pas, même si à la fin c'est une illusion. Mais c'est pas comment dire, c'est pas le but final qui compte, mais c'est la manière dont on y va. Ça veut dire l'éducation, l'instruction, les échanges, l'énergie, le bien qu'on peut faire, etc. Voilà. L'évolution personnelle qu'on peut réaliser par la lecture et tout. Et donc, voilà, c'est juste ne pas se perdre dans une illusion politique. Voilà. Ça ne veut pas dire que, vous savez, il y avait une expression célèbre au XVIe siècle, au XVIIe, qu'on attribue à un écrivain célèbre de l'époque, mais j'ai oublié. C'est quelqu'un qui avait dit il faut cultiver son jardin secret. Voilà. Ça veut dire ne pas s'intéresser au monde. Mais vous savez, c'est ça. En même temps, c'est ça que c'est un peu qui fait la richesse de l'homme. C'est-à-dire, moi, je dis une chose, et d'autres peuvent dire le contraire, ou d'une autre manière, mais parce que la nature humaine, elle est faite enfin, la société humaine, elle est faite de ça. Ça veut dire que il n'y a pas une seule façon de penser, ni de mener le combat, ni d'aller quelque part. C'est juste, voilà, c'est ça la richesse aussi comment dire, la richesse de l'homme. D'accord, merci Monsieur Cohen. Alors, vous parliez de combat, donc moi je vais vous montrer là, juste avant de faire intervenir et les intervenants qui sont là, une petite vidéo là concernant la situation qu'on a vécue pendant la crise Covid et derrière on interagira. Donc c'était une vidéo qui date de 2021 et c'est Monsieur Stanislas Berthoud. Et il y a une intelligentsia, il y a une petite élite qui en fait qui est au pouvoir et le peuple n'a pas son mot à dire et elle continue à être dans un certain confort, dans une certaine aisance et le peuple souffre mais il n'a pas le choix, il doit obéir à ses maîtres et avec tout des organes, que ce soit les médias, que ce soit la justice, que ce soit une partie des forces de sécurité qui n'ont pas pour but de protéger la population mais juste de servir cette nouvelle oligarchie. Et on en est exactement, c'est la situation qui est en train de se mettre en place aujourd'hui avec cette crise, notamment Covid. Quand on regarde à ses fruits, c'est ce qui est en train de se passer. On voit notamment la destruction des petits commerces, des restaurateurs, des commerçants indépendants au profit de grandes entreprises, de grandes enseignes qui, eux, tirent leur marron du feu. Et on a vu que les milliardaires de ce monde ont augmenté leurs profits je dirais, de façon spectaculaire dans cette crise qui a au contraire plongé des millions de gens dans la pauvreté. Moi, je dirais une chose, c'est que ça a toujours été comme ça, à la différence de Berton, je crois qu'il s'appelle, oui, que j'aime bien d'ailleurs, dont j'aime bien écouter les conférences. C'est un gars
très lucide, fait de très bonnes analyses, mais ce n'est pas, comment dire, c'est pas seulement avec la crise du Covid que ça s'est accentué, c'est vrai, mais la société humaine a toujours fonctionné comme ça. Voilà. Évidemment, le problème, c'est que quand on se rappelle, moi j'ai vécu les années 60 et 70, où c'était des sociétés bien organisées, pas trop d'inégalités, où il y avait tous les services publics, etc., etc. Mais parce qu'il y avait des raisons qui poussaient à ça. Donc, je ne vais pas y revenir. Mais, Monsieur Cohen, oui, je réfléchissais à une chose. Moi, à un moment donné, si vous Oui. voulez, je me suis dit, j'ai réfléchi, je connais un petit peu, je me suis renseigné sur l'histoire des religions, oui, sur un peu tout sur l'histoire de l'humanité, les civilisations, on va dire le côté les idéologies. Je suis même allé dans les idéologies différentes de ma source pour justement m'enrichir, comprendre et élargir. Je veux dire, essayer de comprendre. Et à un moment donné, si vous voulez, je trouve qu'il y a un côté un peu trop simpliste de dire les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Alors en face, ils vont vous dire, vous êtes les méchants, eux, ils sont les gentils. Vous voyez ce que je veux dire? Cette vision un petit peu. moi, Comment vous dire? je regrette, j'ai jamais dit les gentils et les méchants. Non, mais je vous parle pas de vous directement. Non, non, Je j'ai parle- dit les dominants et les dominés. Et ça, Mais c'est des fois, comment oui. dire, c'est un fait. Mais David, il peut, comment dire, il a pu dominer Goliath. Je veux dire, Goliath, à un moment donné, il persécute David. Mais Oui. David, il persécute Goliath après. Je veux dire, après, ça se termine jamais. Vous savez, des guerres entre minables, ça donne des guerres interminables. À un moment donné, il faut qu'il y ait un grandissement. Mais Vous parce voyez ce que je veux dire? De l'âme, de la conscience. Non, écoutez, je suis désolé. Non, non, soyons. Non, moi, je suis un observateur machiavélique et cynique de la société, de l'humanité, de la société humaine. Voilà. Les guerres ont toujours existé et existeront toujours. Je suis désolé. J'ai parlé tout à l'heure de 3000 ans. Si on prend l'histoire de l'humanité depuis 3000 ans, c'est une histoire de guerre. Et je vais même pousser un peu loin. Vous savez, au XIVe, XVe siècle, l'Europe était catholique, obéissait au pape. Et la religion officielle était le catholicisme. Et les familles royales qui régnaient en France, en Allemagne, etc., étaient toutes liées par des liens de familiaux. C'est-à-dire, on se mariait, tel roi prenait la fille de tel roi, etc. Et pourtant, il y avait des guerres constantes entre ces monarchies catholiques. Et il y a eu un prélat, ce qu'on appelle au XVe siècle, ce qu'on appelle l'épître de Rotterdam. Voilà. L'épître de Rotterdam, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est très haut placé dans le clergé et qui a écrit aux souverains catholiques de l'époque. Et il leur disait, mais enfin, mes frères, nous avons le même Dieu, nous avons la même religion, pourquoi vous vous lancez dans des guerres fratricides? Si vous avez des problèmes, essayez de les résoudre pacifiquement. Est-ce qu'il a été écouté? Pas du tout. C'est-à-dire que, voilà, malheureusement, c'est un fait. Tous les beaux discours, on les connaît. Enfin, c'est pas, bien sûr, ce sont de belles paroles, de beaux discours, etc., qui seraient contre ces beaux discours. Voilà. Mais malheureusement, le fait est là. C'est-à-dire que l'humain est un fils de pute qui est insatiable. C'est-à-dire, pas tous, bien sûr, mais à partir du moment où il a un peu de pouvoir, il a envie d'avoir plus. Voilà. Il y a un pays, il a ses frontières, il a envie de s'agrandir. Monsieur Cohen. Oui, Attends, Farid, s'il te plaît, parce qu'il y a du monde qui attend un petit peu, tu réagiras après. Juste, Monsieur Cohen, parce qu'on l'heure tourne, et du coup, on a Swat qui est avec nous, et aussi
Ok, donc Walid, ça, Walid, oui. donnez la parole à d'autres. Allez-y. Allez, Souad, c'est parti à toi. Salam alaikum. Alaikum salam. Bonsoir, Monsieur Cohen. Au-delà donc de l'aspect de cette crise économique et politique, voire même géopolitique que nous traversons aujourd'hui, pour moi, je considère cela avant tout une crise, une crise plutôt morale et éthique. Qu'est-ce que vous auriez à dire à cette jeunesse qui malheureusement a subi une perdition due au développement de beaucoup de pays, liée au consumérisme, et qui, au fur et à mesure du temps, comme des schismes comme le féminisme, a fini par faire exploser le foyer? Quel genre de repère moral et éthique vous leur conseillerez donc de se concentrer dessus et à développer beaucoup plus à cette heure actuelle où la communication et le dialogue et la confiance a complètement été détruites? Moi, je dirais à cette jeunesse ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, enfin, je n'ai peut-être pas dit, je ne m'adressais pas à la jeunesse, mais soyez fort intellectuellement. Lisez beaucoup de livres, lisez les grands romanciers qui ont analysé le monde. Connaissez les pièces de théâtre qui ont décortiqué la nature humaine, les rapports de pouvoir, etc. D'abord, renforcez-vous et n'attendez pas grand-chose du pouvoir. C'est-à-dire, soyez lucide sur la nature du pouvoir et résistez à ce pouvoir. C'est ça le message, c'est-à-dire d'abord de se renforcer moralement, éthiquement, intellectuellement. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut être heureux. Ça veut dire, cherchez les moyens du bonheur. Chacun peut les trouver à sa manière, selon ses aptitudes, etc. C'est-à-dire, mais aujourd'hui, je pense que la jeunesse, elle est moins formatée intellectuellement parlant, psychologiquement, à résister au pouvoir parce que on l'a délaissé, on l'a pas formé à l'école, on lui a pas donné les armes pour s'instruire, pour se former, pour développer sa personnalité. Et donc, peut-être, je ne sais pas si c'est pas à la limite. Moi, par exemple, quand il y a eu la crise, je n'ose pas utiliser les mots à cause de la censure, j'étais très surpris parce que moi j'ai connu la jeunesse étudiante française dans les années 60 et 70. J'étais très surpris par l'apathie de cette jeunesse. Quasiment, enfin, on ne l'a pas entendu du tout. Donc, c'est pas, on me dira, bon, c'est le pouvoir, mais à mon avis, c'est parce qu'elle n'a pas. On l'a entendu, cette jeunesse. Pardon? Excusez-moi, je vous ai coupé. Je disais, cette jeunesse, on l'a entendu, elle a revendiqué comment dire, le pass sanitaire pour pouvoir aller au restaurant et en discothèque. Oui, oui. Bon, non, mais voilà. Donc, en fait, elle n'a pas du tout été dans la résistance. Pourquoi? Parce que, à mon avis, enfin, c'est-à-dire, elle a été lessivée mentalement et intellectuellement par ses années d'études, par une forme de la baisse de la qualité au niveau musical, au niveau littéraire, au niveau, enfin, tous ces niveaux qui font que la jeunesse renforce son état d'esprit et peut comprendre ce qui se passe et affronter éventuellement, résister à ce qui se passe. Et moi, perso, le message, enfin, je ne sais pas, j'aime pas tellement ce mot, mais il n'y a rien de tel que de se renforcer intellectuellement, même au niveau spirituel. Pourquoi pas? Par exemple, on a complètement laissé tomber la spiritualité. Les films qu'on leur montre sont vraiment médiocres. On ne pousse pas dans les lycées, les collèges, on ne pousse pas les jeunes à lire, à faire des résumés de lecture, à apprendre par cœur des monologues de théâtre, etc. Donc, il y a vraiment une baisse et on voit, ça a été fait, et même en histoire, l'histoire n'est pas du tout
enseigner de manière à donner une cohérence à la réflexion. Et moi, je pense que ça doit être très, très difficile aujourd'hui pour un jeune. Enfin, il y a peut-être une petite minorité qui a pu échapper à ce lavage de cerveau, mais la majorité, je le crains, elle est quasiment, enfin, elle est perdue, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, oui, malheureusement. Monsieur. Tony, il y a Jérôme, il voudrait intervenir. Oui, justement, je voulais juste voir si Swad avait quelque chose à redire. Oui, non, moi j'encourage effectivement aujourd'hui tous les adultes. On voit bien qu'il y a une fracture quand même avec cette jeunesse qui est complètement délaissée. Moi, j'encouragerais tous les adultes quand même à vouloir reprendre leur place. Il faut quand même qu'on les oriente. Ils ont besoin d'une certaine boussole et on peut faire partie de cette boussole, leur indiquer des directions assez, je veux dire, avantageuses pour leur avenir et bien leur faire comprendre que leur jeunesse est passagère et que le temps passe et que c'est pendant leur jeunesse qu'ils sont comme des éponges et qu'ils doivent absorber un maximum de choses pour pouvoir développer un discernement qui leur sera utile à l'avenir et puis surtout pour ne pas vivre finalement des choses que nous-mêmes avons vécues. Donc voilà, moi j'encourage tous les adultes aujourd'hui à rétablir une communication avec ces jeunes qui malheureusement sont un petit peu mis en aparté de plus en plus. Voilà. Je vous remercie en tout cas, Monsieur Cohen, pour m'avoir répondu. Je ne peux qu'être d'accord, je ne peux qu'approuver, bien sûr. Voilà. Merci. Très bien, merci. je vous remercie. Merci à toi. On reçoit Projet Porte. Donc Jérôme, c'est ça? Oui, Ismaël, Jérôme, enchanté. Bonsoir Monsieur Cohen, bonsoir Tony. J'écoutais attentivement ce que vous disiez parce que je suis enseignant moi-même. Alors je serai un peu critique sur ce que vous venez de dire. C'est pas qu'on ne veuille pas transmettre aux élèves, c'est qu'on est dans une société de la facilité et plus personne n'a le goût de l'effort. Et c'est pas différent chez les enfants de chez les adultes. Pour emprunter un peu le vocabulaire de la tradition hindoue, c'est ils avaient prévu qu'à la fin des temps, les gens seraient tous des hors-castes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un hors-caste? C'est quelqu'un qui est non initiable par principe, c'est quelqu'un qui ne pense jamais qu'à sa jouissance immédiate. Et pour avoir accès à cette jouissance immédiate, il est prêt à pratiquer toutes sortes d'actions qui vont être contraires au dharma, c'est-à-dire mentir, voler. En ça, les enfants ne sont pas différents des adultes qui les éduquent. C'est pas que les adultes aient renoncé, c'est que c'est devenu extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que les parents n'éduquent pas leurs enfants. Et pour prolonger un petit peu ce que vous disiez, la discussion que vous avez avant, c'est il faudrait distinguer le pouvoir de l'autorité. C'est-à-dire que la société, elle est à voir comme un corps avec différents organes. Et y compris dans ces organes, il y a des organes de prise de décision. Ce qui se passe, c'est qu'à notre époque, les gens qui sont censés faire autorité ne savent plus faire autorité d'une façon légitime et vont de plus en plus abuser du pouvoir. Et ici, je crois qu'on peut voir ça à tous les niveaux. Et vous parliez de guerre un petit peu avant. Je crois qu'effectivement, le concept de guerre a toujours existé. Et pour en revenir à la tradition hindoue aussi, il faut distinguer dans les 4 castes le commerçant ou l'artisan qui, lui, va sacrifier sa jouissance immédiate en vue d'apporter un plus de jouissance à l'ensemble des individus. Le guerrier qui, lui, va être un peu plus idéaliste et qui est prêt à sacrifier sa vie pour ça, mais qui va mener des combats encore contre les individus, là où les brahmanes, à l'instar du Christ, par exemple, vont mener une guerre contre le péché. Donc effectivement, cette guerre, elle durera éternellement, puisque c'est cette nature de fils de pute que vous disiez tout à l'heure, mais on n'est pas tous égaux face à ça. Certains ont cette capacité à travailler sur eux, à accepter notamment de s'en soumettre à des figures qui vont faire autorité. Tout d'abord nos parents en premier lieu. Quand on est bébé, on a tout intérêt à se soumettre à eux pendant un certain nombre d'années pour récuser tour à tour toutes ces figures d'autorité qui pourraient se présenter à nous pour s'en sélectionner de nouvelles. Et c'est là où il faut comprendre le concept de noosphère, c'est-à-dire qu'on va s'insérer au sein de structures qui sont toujours de plus en plus grandes, des structures humaines, et qui sont en confrontation les unes contre les autres dans la mesure où elles vont incarner certaines valeurs. Et on peut voir notamment, ça se passe au sein de l'individu, mais au niveau mondial aussi, où on peut voir les occidentaux qui vont être plus dans l'action et les orientaux qui vont être plus contemplatifs, par exemple. Et ce combat, c'est simplement parce qu'on incarne des valeurs qui sont opposées, et ces valeurs ne sont opposées que pour maintenir un espèce d'équilibre. C'est le principe du cosme un petit peu. Vous parliez de spiritualité tout à l'heure. Voilà. Mais c'était pas du tout ce que j'avais prévu de dire au départ. Je connais un petit peu vos ouvrages, etc. Mais c'était pour rebondir par rapport à tout ce que vous veniez de dire et des discussions précédentes. Oui. Oh merci à vous, Jérôme. Merci. Je sais pas. Enfin, comment dire, j'apprécie l'intervention. Elle est très très pertinente. En fait, ce que je veux dire, c'est que
je déteste la pensée unique. C'est-à-dire la pensée. Enfin, surtout, je ne voudrais pas donner l'idée que. Vous savez, moi, voilà, je vais reprendre une expression de Mao Tse-tung qu'on a mal interprétée, mais il avait dit que 1000 fleurs s'épanouissent, fleurissent, etc. Ça veut dire, en fait, il appelait à l'expression multiple, aux expressions multiples, diversifiées, aux critiques, etc. Et je voudrais surtout pas, enfin, j'espère ne pas donner cette impression que je reste accroché à une idée. Pas du tout, au contraire. Moi, perso, enfin, je suis plutôt un art et je préfère que les gens aillent chercher un peu partout, en dehors même des sentiers battus, et de combattre même le politiquement correct ou la pensée dominante. Voilà. C'est ce que je voudrais. S'il y a peut-être une idée à retenir de ce que je dis, c'est qu'au contraire, s'enrichir le maximum pour pouvoir justement être à l'aise, être équilibré, se sentir bien, malgré les problèmes qui nous entourent. Voilà. Mais je comprends ce que vous dites par rapport à l'anarchie, mais l'anarchie, c'est l'absence de règles qui viennent de l'extérieur parce que l'individu est capable de lui-même, pour vivre en société, se soumettre à un ensemble de règles, mais que lui-même va se prescrire, mais qui sont des règles qui vont de soi, comme ne pas couper la parole à l'interlocuteur en face, a priori lui accorder le respect qui lui revient, etc. Moi, j'ai une idée particulière de l'anarchie. C'est d'abord, et d'ailleurs, qui rejoint, elle est dans la ligne directrice de ce que je dis depuis le début, c'est le refus personnel de l'autorité supérieure. C'est-à-dire, moi, perso, je me dis, même si bien sûr je suis obligé d'obéir parce que je n'ai pas le choix, mais je me dis intérieurement, intimement, que je récuse l'autorité à toute personne qui serait au-dessus de moi. Voilà. Il n'y a aucune raison qu'il y ait quelqu'un qui me dise voilà ce que tu dois faire. Donc, évidemment, je n'ai pas le choix, je suis obligé d'obéir, mais je pense que si ce sentiment-là, si cette idée-là était répandue, ça veut dire que si des millions de gens se disaient mais de quel droit ce type, de quel droit il y a un président qui me dit ce qu'il y a à faire? Je refuse. Eh bien, s'il y avait des millions qui pensaient ça, eh ben, on n'aurait pas ces politiques qui s'incrustent et qui se croient tout permis. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, moi, je voulais réagir à quelque chose que vous disiez tout à l'heure par rapport aux partis politiques, de s'investir, pas s'investir, et bon, de voter pour quelqu'un. On a eu l'exemple des dernières élections avec la réélection de Macron. Oui. Au deuxième tour, on avait le choix entre Macron et Marine Le Pen. Oui. Il était pas compliqué et je veux dire de comprendre que pour faire barrage à Macron, c'était de voter pour Marine Le Pen. Or, oui. personne l'a compris, du moins personne. Une grande majorité ne l'a pas compris vu que Macron a été réélu. Comment on peut expliquer ça quand on sait qu'on a passé un mandat de 5 ans qui a été très difficile, très compliqué, et que là, on a cette possibilité de l'éliminer en votant pour Marine Le Pen. Pourquoi c'est tellement compliqué de le comprendre et de pas passer ce cap d'aller voter pour Marine Le Pen pour faire barrage à Macron? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Oui, c'est ça le phénomène de l'obéissance. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont nés, il y a des millions. Vous savez, c'est 3 ou 4 millions qui ont fait la différence, ou 5 ou 6 millions. Ils savent que Macron, c'est mauvais pour eux. Ils le savent. Ils ont l'intime conviction que c'est con ce qu'ils vont faire, ce qu'ils sont en train de faire. Il les a trahis, ils le savent intimement, mais ils le font. Pourquoi? C'est ce que j'essayais d'expliquer au début. C'est qu'il y a une masse de gens qui est née pour obéir, parce qu'elle est et le pouvoir le sait. Vous savez, comment il s'appelle, Coluche, il avait bien dit ça, il a résumé ça de façon extraordinaire. Il avait dit si les élections servaient à changer quelque chose, on ne les aurait pas autorisées. C'est parce que le pouvoir sait que les élections ne changeront rien. Ça veut dire qu'on a suffisamment de gens
on a un certain nombre de personnes qui sont, comment dire, formatées à obéir, formatées à se dire, écoute, finalement, je ne vais pas prendre de risques, il y a un chef, je sais qu'il va me trahir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont voté tout en sachant que. Mais eh ben, le système marche comme ça, c'est parce que c'est ça la subtilité, je ne sais pas si c'est subtil, mais le système le sait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il prend ce risque de faire voter. Parce qu'il sait qu'il y a cette partie-là. Vous savez, comment il s'appelle, Octave Mirbeau, pour revenir à lui, que je conseille beaucoup vraiment de découvrir. Voilà, par exemple, une lecture extraordinaire. Voilà. Enfin, eh bien, Octave Mirbeau disait, vous savez, en 1870, d'accord, ou 80, voilà. Il disait la différence entre le mouton et l'électeur, c'est quoi? Le mouton, on le mène à l'abattoir et il y va. Voilà. Bon, très bien, il n'y peut rien. Par contre, l'électeur, il va à l'abattoir, mais c'est lui qui choisit son bourreau. Alors, donc, la question n'est pas comment ça se fait que, si on comprend qu'une partie de la société humaine, de toute société humaine organisée, est née pour être asservie, et elle accepte sa servitude. La servitude volontaire, enfin, pour moi, c'est un concept qui a été dit il y a 5 siècles, mais qui est fantastique. C'est une servitude volontaire, voilà. Parce que Monsieur Cohen, je vous écoute. Monsieur Cohen, je vous écoute. Ne pensez-vous pas que vous le vouliez ou non, vous êtes soumis? Ah ben évidemment, je suis soumis. C'est-à-dire, non, attendez, je suis soumis, je me soumets aux règles, etc. C'est sûr, il y a pas non, de. Mais à l'intérieur de moi, oui. je me dis, voilà, si 50% de la population pensait comme moi, c'est-à-dire, je refuse intimement qui est alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils feraient ces 50%? Ils voteraient pour Coluche, ils voteraient pour un gigolo, pour dire. On n'a jamais dit, Monsieur Cohen, vous parlez de la démocratie. Je vous écoute, je vous écoute depuis tout à l'heure. On vous écoute depuis tout à l'heure. Ton micro est super fort, essaye de ne pas trop hurler. Ben, je vais parler moins fort. Ismaël, il saura mieux répondre. Mais en fait, le système démocratique ne fonctionne plus. Donc, c'est pas le nombre. Non, mais attends, ce que je veux dire, attendez, je vais essayer de parler doucement. C'est pas le fait, monsieur, avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est pas le fait qu'il y ait 55 ou 70% de gens qui vont choisir la personne que ce sera la meilleure personne. D'ailleurs, Coluche, c'est un comique. On est d'accord, il a fait de très bonnes choses et tout. Donc, le système démocratique, c'est-à-dire, on est arrivé au bout du système républicain. C'est-à-dire, c'est la République. On est d'accord? On est dans une ère, on est arrivé au bout du bout. Vous parliez tout à l'heure d'autorité. Il y a toujours des gens qui ont fait autorité. Que vous le vouliez ou qu'on le veuille ou pas. Il y a des gens qui sont supérieurs. On peut pas. Il y a des gens il y a des chirurgiens, il y a des ramasseurs de poubelles. Tout le monde a ses capacités. Mais quelqu'un qui a étudié, qui est devenu chirurgien, il a quand même des responsabilités. Moi, je serais en incapacité de faire tourner une centrale nucléaire. On est d'accord. Donc, je me soumets bien à la qualité, c'est-à-dire au qualitatif, non quantitatif. Donc, à un moment donné, il faut se soumettre à la qualité, si c'est pour le bien individuel et commun. Mais peut-être qu'il faut réfléchir, et peut-être qu'il y a un autre système auquel il faut réfléchir, et qui a peut-être déjà été réfléchi. Mais ça, Jérôme, il pourra vous l'expliquer. Jérôme, Ismaël. Est-ce que tu nous entends, Jérôme? Ton micro. Pourquoi j'ai commencé? Je vous entends, oui, pardon. Je vous entends, mais comme j'ai mes enfants chez moi, je coupe parfois le micro. Je crois qu'ici, moi, je suis un lecteur de l'œuvre de René Guénon. Je ne sais pas si vous la connaissez, Monsieur Cohen.
pas beaucoup, pas très bien, un petit peu, mais pas très bien. Je regrette. Ouais. Qui était un métaphysicien français, il a beaucoup insisté sur la différence entre l'autorité et le pouvoir, et parlait aussi d'une crise des élites à notre époque, à savoir, ici, on est dans la prolongation de choses qui ont été initiées parfois il y a plusieurs siècles. Enfin, l'histoire, elle est écrite. Enfin, les gens, pour organiser les sociétés, vont créer des histoires, et ces histoires se continuent. Il faut bien distinguer le pouvoir de l'autorité. C'est notamment des prises de parole comme celle du Christ, quand il dit je suis roi mais pas de ce monde. C'est-à-dire qu'il avait la fonction royale, bien que les gens ne reconnaissent pas cette fonction royale qu'il incarnait. Et c'est à notre époque, on pourrait dire, les gens ne savent plus à quel saint se vouer. Pour faire de façon schématique, le saint ne prend jamais le pouvoir sur les individus, mais malgré tout, il fait autorité. Vous voyez, je pense que c'est une nuance qu'il faut absolument intégrer à notre époque. Moi, je travaille dans les écoles, même si parfois j'ai envie de contester les décisions de mon directeur. Si je suis cette main qui commence à frapper la tête, le corps social ne fonctionnera pas mieux. Et toute société, ici par exemple, le fait qu'il y ait des impôts, on va mutuer les dépenses. Et je pense que si tout le monde donne son avis, ça sera une cacophonie où jamais rien ne se fera. Il faut à un moment des gens qui soient aptes à prendre des décisions. Tout le monde n'est pas intéressé. Il y a des gens qui parfois savent prendre des responsabilités et ne pas être super intéressés. La plupart des gens qui vont rejeter le pouvoir sont dans cet état-là. En tant que parent, moi, par exemple, je cherche à faire autorité sur mes enfants et utiliser le moins possible du pouvoir en leur faisant comprendre le bien fondé que la vision que je porte, elle va dans le sens de leur intérêt à eux et pas des miens tout systématiquement. Oui. Je vous en prie. C'est ça la subtilité de l'implication ou de l'application du pouvoir ou de l'autorité. C'est-à-dire que la société, bien sûr, est complexe et quand on rentre dedans, enfin, je veux dire, il suffit de voir les débats, les vidéos, les bouquins qui sortent. C'est impressionnant. Moi, j'arrive presque pas à suivre. Aujourd'hui, j'ai écouté, par exemple, la vidéo de Jean-François Gabard, je crois, enfin, c'est un universitaire, voilà, qui dit des choses. Il y a une floraison, il y a une richesse de l'intellect, de l'organisation politique, des débats, etc. Mais au fond, tout ça, c'est pour couvrir une chose essentielle, enfin fondamentale, qui est le rapport du dominant à dominer. Moi, c'est le point que je voulais que je voulais définir ce soir. C'est le point que je voulais aborder. C'est-à-dire que le cœur du rapport entre le sommet et le peuple, et le bas. Voilà. Et donner une explication à ce rapport. Après, bien sûr, il va y avoir énormément de complications au niveau local, machin, l'enseignement. Il y a une complexité extraordinaire dans une société comme la nôtre. D'accord ? Bien. Mais en même temps, il y a, je veux dire, si les peuples, je vais vous donner un exemple. Vous savez, le peuple, pour moi, en tant qu'entité politique, d'accord ? Ça veut dire qui vote, qui rentre dans les élections, etc. Il est infantile, il est lâche, il est peureux. Il y a tellement d'exemples. Je vais prendre celui-là qui est très important. En 2005, le peuple français a voté contre le traité européen. Voilà, enfin, en tout cas, je ne sais pas comment il s'appelait. Bon, très bien. En 2005. Bon, 55%, c'est une majorité. Enfin, il y a eu des débats, c'était fantastique. Bien. Donc, le peuple a exprimé une vision de la société qu'il voulait. 2 ans après, Sarkozy a balayé ce référendum et il a fait adopter le traité autrement. Enfin bon, en tout cas. Bien. Or, si on avait eu affaire à un peuple rationnel, courageux, lucide,
il serait dit, ah, vous avez voulu m'avoir avec ça, eh bien, aux prochaines élections européennes, je vais voter à 55% pour des partis anti-européens. Et je vais vous faire un bras d'honneur et vous allez vous asseoir dessus. Voilà ce que j'appelle un peuple lucide, un peuple qui n'est pas, qui sort du rôle d'esclave que la nature lui a donné. D'accord? Parce que de temps en temps, le peuple, il n'est pas con, c'est-à-dire, il n'est pas con dans le sens, il lit les journaux, il lit des livres, il écoute, donc il est lucide, il sait ce qui se passe, il connaît la corruption, il connaît les niveaux de corruption, etc. Donc il ne s'isole pas, c'est pas. Mais malgré tout ça, il marche, c'est-à-dire il ne se libère pas. Et c'est ça, moi, le point qui m'intéressait aujourd'hui, parce que on peut discuter des organisations, l'organisation politique, 6e République, patati patata, mais tout ça, ce sont des épiphénomènes, en fait. C'est un peu la superstructure, comme disaient les marxistes, c'est la superstructure. Pour moi, je voulais aller, en tout cas, d'après moi, enfin, je veux dire, après, on peut ne pas être d'accord ou pas. C'est-à-dire qu'au fond, rien ne changera. Rien n'a changé, rien ne change et rien ne changera parce que fondamentalement, il y a une majorité de gens qui sont nés dans l'obéissance. Voilà. Ok, bah écoutez, merci. Je crois qu'on va clôturer. Hein. Oui. On a eu une heure d'émission. Moi, je voulais juste réagir un petit peu en 2 mots sur ce que vous avez dit, Jérôme, tout à l'heure concernant l'aptitude à prendre une décision. On l'a très clairement bien vu lors de la situation de la crise sanitaire qu'on a vécue ces dernières années. On a vu que beaucoup de gens ont pris la décision d'aller se faire injecter et d'autres qui ont résisté. Voilà. Donc, ce sera mon dernier mot et je vous dis bonsoir à tous. Merci d'avoir assisté à l'échange avec nous. Oui. Tony, oui, Farid. juste un truc. Tu sais, moi j'avais constaté une chose rapidement. Alors, Au départ, merci. Quand il y a eu le virus, les gens, ils ont eu peur du virus. Au départ, même les gens qui ne savaient pas, ils ont eu peur du virus. Après, une fois qu'il y a les gens qui sont vaccinés, c'est parce qu'ils avaient peur du virus. Il y avait des gens qui avaient moins peur du virus, mais qui avaient peur du vaccin. Écoute ce que je veux te dire, excuse-moi. Qui avaient peur du vaccin autant du virus. Attends, Farid, essaye de ne pas utiliser trop les termes qui censurent sur YouTube, tout ça, parce que sinon, ça fait péter la chaîne. Merci. Ah, bon. Ben, si on peut plus, je sais pas. Bon, survie. Donc, la peur. Ce que je veux te dire, c'est que, en fin de compte, même ceux qui étaient contre, ou les anti, ou ceux qui étaient pour, à la fin, il y a une chose qui les a tous réunis, c'est la peur. Voilà ce que je voulais dire. Et il faut surtout sortir de la peur. C'est pas l'obéissance le problème. C'est une peur irraisonnée. Vous voulez pas? Non, c'est bon, monsieur Cohen, c'est bon. Allez le dire. Ok, très bien. En tout cas, merci à vous. Ça serait bien de faire ça, un autre thème à faire. Voilà. Pas de souci, volontiers. Okay. Allez, bonne soirée à tous. Alors, attendez, monsieur Cohen, une dernière réaction peut-être sur Twitter. Juste une petite dernière question. Je voulais savoir ce qu'il pense de l'ouvrage Le protocole des sages de Sion. Alors là, je pense que ça va être long à répondre. C'est pas Bassem, on dirait la voix Bassem. C'est Bassem qui parle là. Non, ça va, voilà. Une autre fois. Ouais, alors, John, malheureusement, ce sera peut-être le thème d'une émission volontiers. On en parlera une autre fois. Et, oui, on ne peut pas régler cette question en 2 minutes. C'est pas possible. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Merci à M. Cohen. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Les intervenants, merci à vous. Twitter, merci d'avoir été là et d'avoir partagé. Je vous dis à très bientôt. Hop. Voilà. M. Cohen, à la semaine prochaine. Voilà, merci pour cet échange et cette écoute que vous avez eue ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou peut-être avant avec d'autres intervenants. À très bientôt.